Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. On repart les amis. Poutine et le gaz, Laurence, c'est une de vos passions aussi. Vous vous souvenez que la dernière fois, la dernière fois qu'on avait discuté, alors c'était l'avant-dernière fois, Laurence, vous m'aviez dit que Poutine était malade. Oui. Moi, je l'ai vu nulle part quand même, cette histoire. Non, vous le verrez nulle part, non. Et il n'a pas l'air. C'était il y a 1 an et demi. Ouais. Il a pas l'air. Je l'ai vu récemment, il n'a pas l'air. Mais on le voit très peu. Et puis quand on le voit très peu, on le voit de manière courte. Donc ça peut. Problème neurologique, vous m'aviez dit, quelque chose autour de Alzheimer. Enfin, voilà. Mais à part ça, le système est quand même très verrouillé en Russie, donc on ne le verra pas. Ça c'est très peu su aussi, mais il y a eu des cas de Covid au Kremlin et Poutine a dû s'isoler, bien qu'il soit vacciné et que tous ceux qui doivent l'approcher passent par des quarantaines, des vaccinations. J'aimerais bien savoir s'il est vacciné au Spoutnik d'ailleurs ou si ils sont vaccinés quand même avec un coup de Moderna comme tout le monde. Officiellement, c'est le Spoutnik. Non, mais au-delà de la santé de Vladimir Poutine, la question du gaz, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine, entre ces 4 murs du Kremlin, rigole doucement, il a bien raison. Parce que depuis plusieurs années, l'Occident lui dit, en tout cas les Européens lui disent non mais nous on va réorganiser notre marché énergétique, on libéralise, donc on repose sur les prix du marché, alors que les Russes nous disent non mais c'est peut-être mieux d'avoir des contrats long terme, sauf qu'on ne veut pas se lier à des contrats long terme avec la Russie parce que c'est pas bien, alors que économiquement un des intérêts de l'Union européenne et de ce pays qu'est la Russie, ce serait quand même de renforcer leurs liens économiques. En tout cas c'est ce que je pense. Donc, on n'a pas voulu faire de contrat long terme avec la Russie. Néanmoins, on est très dépendant de la Russie, puisque Gazprom, c'est à peu près 40% de l'approvisionnement européen en gaz, et ce sont surtout les Allemands qui sont dépendants du gaz russe, d'autant plus depuis qu'ils ont fermé leur centrale nucléaire, merci Madame Merkel au passage, et que les Russes, aujourd'hui, Gazprom, il a les contrats, il les respecte visiblement. Et puis, il y a quand même Nord Stream 2 qui doit bientôt entrer en vigueur, mais les Russes attendent encore quelques autorisations allemandes. Un nouvel oléoduc sous la Baltique qui passe directement de la Russie à l'Allemagne sans traverser les États de l'Europe centrale et notamment l'Ukraine. Et notamment l'Ukraine. Donc, on a déjà Nord Stream 1 qui a une dizaine d'années, qui est doublé par Nord Stream 2 parce que les Allemands ont besoin de beaucoup d'électricité, qu'ils ont fermé donc leur nucléaire, que l'éolien qui est en mer du Nord suffit pas, notamment parce qu'il est très loin. Est-ce que Poutine va en jouer de ça? Parce que dans ses dernières déclarations, il était presque économique en disant ce que tu décrivais très bien, c'est dire vous vouliez pas de contrat de long terme, vous voulez le marché, vous avez le marché. Vous avez le marché, et puis moi j'attends mes dernières décisions des autorités allemandes pour mettre en service Nord Stream 2 que je suis en train de remplir doucement pour le faire monter en puissance. Donc j'attends, mais si vous avez besoin de gaz, il n'y a pas de souci, on va ouvrir Nord Stream 2. Mais il est tout à fait, là pour le coup, je pense qu'il est économique. Il est économique, il est presque juridique. Il est droit dans ses bottes. Et pour une fois, qu'est-ce qu'on va aller lui dire? Madame von der Leyen va lui dire quoi? Il bloque? Non, il a respecté ses contrats. Il faut qu'il fasse plus. Il va lui dire que quand il faut soigner ses clients quand il y a beaucoup de demandes, parce que quand il y en a un peu moins, ils se souviennent parfois de relations compliquées. Oui, mais quand il y en a un peu moins, souvenez-vous aussi qu'il y a les pipelines qui sont en train de construire vers la Chine, parce que la Chine a aussi beaucoup besoin d'énergie et de gaz. Donc la demande, elle est là, et que le budget russe, c'est très simple, le budget russe est constitué chaque année à partir d'un baril de pétrole qui vaut $40. Donc à partir du moment où le gaz et le pétrole sont à plus de $40, c'est du bénéfice pour l'économie russe, dont je rappelle qu'elle est très peu endettée. En fait, elle est très peu endettée, mais elle n'a rien d'autre. Non, mais elle n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils en profitent vite, parce que dans 10 ans, on n'en parle plus, quoi. Oui, mais ils sont aussi... Alors, c'est vrai, mais ils sont aussi en train de commencer à faire leur évolution. C'est tout petit, mais c'est vrai que... Non, mais... Oui, mais en tout cas, dans 10 ans, pour l'instant, le prix du gaz, c'est aujourd'hui. Je comprends. Je comprends.
Frédéric ? Oui, avec une économie qui est quand même pour l'instant extraordinairement rentière. C'est en fait les Russes vendent aujourd'hui ce que l'URSS vendait pratiquement il y a 100 ans. On parlait de l'Algérie, là, il n'y a pas d'industrialisation, voilà. Ça c'est sûr. Et surtout très peu de high-tech. Alors sur le cyber, ils s'en sortent bien, mais ils s'en sortent bien dans, encore une fois, le hard power. Ils s'en sortent bien pour gêner considérablement la tenue d'élections démocratiques, par exemple, au hasard, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peut-être en France. Je pense qu'ils seraient bientôt capables, ou ils sont peut-être déjà capables, de nous mettre la misère, pardonnez-moi l'expression, en Occident et dans un certain nombre de pays. Vous voyez, non mais sur les systèmes informatiques gérant des hôpitaux, des EHPAD, la purification d'eau, etc. Ils le font déjà, parce que la cybercriminalité d'origine russe, elle est quand même, quand même reconnue. Donc, mais ça rapporte pas grand-chose. En fait, c'est une capacité de nuisance qui est intéressante dans la négociation générale. Mais ça rapporte pas grand-chose. C'est pour ça qu'on dit que le PIB russe équivaut, je crois, à celui de l'Italie, enfin juste derrière. Donc c'est quand même une petite puissance. Et le problème, c'est que, sauf le pétrole, le gaz naturel et un certain nombre d'armements lourds, la Russie ne vend pas grand-chose. Un petit peu de blé maintenant. Alors maintenant, à nouveau un petit peu de blé, comme lorsqu'on l'apprenait dans les années 80. Des réacteurs nucléaires. Les chiffres des réacteurs nucléaires sont très impressionnants. Rosatom mais voilà, c'est ça. Ils ne font pas la transition, même que font les États pétroliers du Moyen-Orient, en fait. Je pense qu'effectivement, il commence. Et Poutine est quelqu'un à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais c'est un type intelligent. Et il sait que si ça continue comme ça, et que on est sur une stagnation des prix du pétrole quand même relativement bas. C'est vrai que 70 c'est mieux que 40, mais quand même ça reste faible. Sachant que par ailleurs en Amérique du Nord, avec les schistes, de toute façon, on peut du pétrole, enfin on en trouve, ou l'équivalent pétrole. On va voir. On en reparlera après des États-Unis. Je pense qu'il n'est pas idiot et il sait que de toute façon, puisqu'il a les ingénieurs pour ça, qu'il va falloir de toute façon faire une révolution, hein, comme tu l'as très très bien dit tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est déjà entamée. Oui, mais alors ça, c'est la question, en fait. C'est la question, finalement, Laurence. Est-ce que c'est, en gros, un peu comme on l'a vu dans les potentats africains, le gars qui dit les matières premières, tant qu'elles sont là, on le fait, et puis après moi, le déluge? Ou est-ce que, comme Frédéric, tu penses qu'il peut avoir à un moment une vision pour la Russie, alors que ça fait combien de temps qu'il est là, quand même, Poutine? Ça fait 20 ans, parce qu'il est arrivé en 2000. Il n'en a pas une, hein? Il a eu, alors on ne va pas refaire le cycle, mais il avait quand même, il a quand même surfé entre 2000 et 2010 à peu près, enfin jusqu'à la crise financière, sur des échanges avec l'Occident. Au début, il était quand même très ouvert sur l'Occident. Et c'est peut-être plus nous qui avons grillé les cartouches du rapprochement avec la Russie, parce que le Poutine du départ était quand même beaucoup plus ouvert qu'il ne l'a été après. Parce qu'on a exigé à un moment qu'il se mette la face contre terre, quoi. Voilà, qu'il expie les péchés de l'Union soviétique. Oui, et puis on n'a pas tout à fait non plus respecté de notre côté le deal de la fin de la guerre froide, qui était que c'était le démantèlement de l'URSS, et le deal aurait été que l'OTAN et l'Union européenne n'aillent pas dans les anciens pays qui étaient sous influence soviétique. Alors les États baltes, à la limite, ils l'ont passé, mais ils ont eu du mal. Et après, quand il a été question d'intégrer l'Ukraine, parce qu'il en est toujours question de temps en temps d'intégrer l'Ukraine ou bien dans l'Union européenne ou voire dans l'OTAN, là c'est le chiffon rouge pour les Russes. Il ne faut quand même pas oublier, on parle de l'Ukraine, on en avait d'ailleurs parlé la dernière fois, l'Ukraine c'est quand même un pouvoir politique qui est très corrompu aujourd'hui, et n'oublions pas que pour les Russes, Kiev c'est le centre de l'orthodoxie. On parlait des nombreuses frontières, il y a aussi les frontières religieuses. Donc dire aux Russes que l'Ukraine n'est plus dans leur sphère d'influence ou n'est plus dans le même monde qu'eux, c'est pas possible. On les a traités par le mépris, en résumé. On les a très mal traités. Au moment où ils étaient vraiment affaiblis. Voilà. Alors, je le Frédéric, pense. vas-y. Non, je le pense. J'ajoute que, pour revenir à ma petite marotte géographique, quand on regarde une carte de l'Ukraine et de la Russie, une Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base américaine à 900 km de Moscou. C'est juste inimaginable. Mais même pour des Russes anti-poutiniens, non nationalistes, pacifistes, c'est inimaginable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en intégrant au sein de l'Union européenne des pays comme la Pologne, les 3 pays baltes, bien évidemment, quelques autres des États, notamment comme la République tchèque, mais surtout la Pologne, il était absolument évident que de toute façon, on n'allait pas vers un rapprochement avec la Russie. Et vous apprécierez mon doux euphémisme. C'est-à-dire qu'on a été obligé d'assumer, je ne sais pas si on l'a fait réellement, mais là, on prenait en tout cas le risque d'aller à une confrontation politique et diplomatique, parce que entre la Pologne et la Russie, mais c'est le chiffon rouge
constant, permanent, depuis non pas des dizaines d'années, en réalité depuis des siècles. Et que l'instrumentalisation de part et d'autre, mais c'est vrai notamment du côté polonais, il faut bien le reconnaître, des divergences entre les deux, maintient l'Union européenne, dans laquelle vous savez que les grandes décisions se prennent à l'unanimité, et non pas à la majorité simple ou même qualifiée, allait de toute façon créer une distanciation avec Poutine. Effectivement, à partir de 2009, 2010, 2011, il bascule. En tout cas, il va chercher la Chine. Et qui, elle, monte en puissance. D'ailleurs, il va la chercher aussi parce qu'elle monte en puissance de manière très, très positive elle-même. Mais l'Europe, effectivement, je pense, a raté quelque chose. J'ajoute, au-delà de l'Europe, l'OTAN. La redéfinition de l'OTAN qu'appelle de ses voeux, à mon avis, avec raison, Emmanuel Macron depuis déjà quelques années et Jean-Yves Le Drian, il faut que ça se fasse. L'OTAN, ça a servi pendant quelques décennies contre l'URSS et le bloc communiste. Il ne vous aura pas échappé que le bloc communiste n'existe plus. Bien, l'URSS, pas davantage. À quoi sert encore aujourd'hui l'OTAN ? Je veux bien que ça serve à quelque chose, je pense que ça sert à quelque chose, une alliance. Mais contre qui ? Si c'est toujours à bombarder la Syrie, ça a servi à bombarder la Syrie. Souvenons-nous quand même que la seule fois où le fameux article 5 du traité de l'OTAN a été activé et qui dit que... C'est lequel ? Je ne le connais pas. L'article 5, ça veut dire que quand un État est attaqué, c'est tous les États de l'Alliance qui sont attaqués. La seule fois où cet article a été appliqué, c'était après le 11 septembre. Il a été brandi par les Américains le 11 septembre. Voilà. Ah oui. Et c'est la seule fois. Ça s'appelle l'article mousquetaire. Un pour tous pour un. Si un des États est... Voilà. C'est ça. Après, on va aussi chasser le pirate en mer Rouge, on fait plein de choses avec l'OTAN. Bon, mais pourquoi pas ? Parlons-en. Tu voudrais que... ça prendrait quelle forme ? Parce que défense européenne, non. Il n'y a pas le début du commencement d'une embryon de défense européenne. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être commencer un jour. Oui, c'est difficile. Moi, je prends quelque chose que tu dois écrire. Là, absolument, ça sera fait bientôt. C'est vrai ? Oui, chez Odile Jacob, bientôt. Voilà, non, mais je le dis déjà. Non, mais moi, je prône quelque chose qui fait beaucoup sourire depuis l'affaire des sous-marins australiens. Ouais. Donc, je le dis avec encore plus de force et de vigueur. Je pense qu'à terme, indépendamment de l'Europe au sens économique du terme, je rappelle que le traité de Rome, il est à vocation économique et non pas stratégique au sens hardcore du terme. Je pense qu'il faut que nous nous allions, nous autres Français, davantage avec les Britanniques. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, en Europe, sur le continent géographique européen, même s'ils ont quitté encore une fois l'Union européenne, ce sont les seuls, avec les Français, à se penser, à se représenter comme une puissance globale. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et si vous voulez faire une compote de pommes, vous mettez que des pommes. Compote de poires, vous mettez des poires. Entre la France et l'Allemagne, il y a énormément de points communs et de convergence, et tant mieux, et c'est une merveille, sur le plan économique, sur le plan éducatif avec Erasmus, merveilleux. Sur le plan militaire, la réponse est non. Les Allemands ne nous soutiennent pas au Mali. Les Allemands n'iront pas faire la guerre. Et ils ne joueront pas, et d'ailleurs ils ne le jouent déjà pas, le jeu de l'OTAN, consistant, je vous le rappelle, mais vous le savez très bien, en vertu de la volonté de chacun des présidents américains, et pas seulement Trump il y a quelques années, que chacun des États de l'OTAN mette au pot de la défense à concurrence de 2% de son PIB. Les Allemands mettent 1,1 ou 1,2. C'est les plus mauvais de la classe. Bon, parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas aller au hard power. Donc on est bien obligé, me semble-t-il. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, avec Lancaster House. Nous, on en met plus parce qu'on a une industrie de défense. Bon, on le veut bien. L'industrie de défense allemande. On a une industrie de défense. L'Allemagne, 6e exportateur d'armement lourd au monde. Non, il y a une industrie de défense en Allemagne. Il ne faut pas pousser dans les champs. Hein. C'est-à-dire que, et attendez, et regarde ce que les Allemands viennent de vendre aux Grecs, aux Turcs, et pour cause, des sous-marins. Ah non, attention, ils avaient vendu à Israël des sous-marins lanceurs d'engins. Ah non. Et c'est vrai que sur les Australiens, on était en concurrence avec les Allemands. Et en plus de ça, entre parenthèses, on était en concurrence avec eux. Donc je pense que, et c'est ce qui est en train de se faire, le processus de Saint-Malo, Chirac-Blair 98, depuis Lancaster House, même avec Johnson, est en train de se poursuivre. C'est pas l'ambiance là quand même. Là, c'est l'ambiance officiellement, diplomatiquement, sur le plan de la pêche et des ressources halieutiques. Guerre en mer d'Irlande là. Tu as tout à fait raison. Moi, je te parle du plan militaire. Sur le plan militaire, il y a un rapprochement qui ira vraisemblablement à la mutualisation d'un certain nombre d'armements. Je te rappelle qu'on est en train de revenir à l'idée du porte-avions commun, ce qui serait une première depuis 1945 entre deux États. Et tout ça me paraît intéressant. On est en train d'y revenir là, ça m'avait échappé. Oui, on est en train d'y revenir. Absolument. Et donc c'était un projet
projet il y a avant la construction du Charles de Gaulle. Non, c'était avant l'Irak. Voilà, c'était juste avant l'Irak. La grande crise entre la France et puis ses alliés à l'époque évidemment de l'Irak et de Bush en 2003-2004. Bon. Voilà, c'est ça. Et là, on y revient petit à petit. Et je pense que même les Anglais savent parfaitement, et notamment les militaires, savent parfaitement que de toute façon, ils ne vont pas fusionner avec l'Australie, avec le Canada et leurs anciens dominions, et que les Américains, leur relation spéciale, elle est derrière. Et regardez à quel point M. Biden ne souscrit absolument pas au projet johnsonien de fusionner les économies, enfin d'établir un accord de libre-échange total. Or, M. Johnson a vendu à sa population, dans le cadre du Brexit, cette perspective. Et cette perspective n'existera pas. Par conséquent, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et moi, ce que je constate très, très empiriquement, très objectivement, c'est que sur le plan militaire, il y a la poursuite d'un rapprochement. C'est intéressant, hein. Je souscris. Comment tu souscris ? Et comment tu intègres ça dans la zone euro, le pacte de stabilité, etc. etc. De toute façon, tu offres aux Allemands la protection en fait, du nouvel ensemble franco-britannique pour faire passer la pilule. Ils resteront avec les Américains. Mais oui, ils resteront avec les Américains. Mais là, encore une fois, je parle d'un étage ou dans le millefeuille d'un secteur ou d'un niveau, d'une dimension militaire. Il y a une dimension. Mais oui, mais cette dimension on peut militaire. Très bien appartenir aux deux. Si elle est pas, alors là, je parle au professeur. Si cette dimension militaire n'est pas appuyée par une dimension de politique étrangère commune, elle n'a aucun sens, elle ne veut rien dire. Je suis d'accord. Moi, je constate que depuis la fin de la crise irakienne, de 2003, 2004, 2005, les Français et les Britanniques se sont retrouvés à peu près systématiquement sur tous les... Et les Européens, t'en fais quoi ? Enfin, on a quand même une diplomatie commune à mener avec les 27. Ah ben alors là, je reviendrai sur ton expression dubitative de tout à l'heure. Elle existe aujourd'hui, la diplomatie européenne ? Mais moi, j'aimerais bien qu'elle existe. Donc tu l'envoies bouler et tu construis une union militaire. En tout cas, parallèlement, ne négligeons pas, pardon, je te sais pas, en tout cas, en attendant de progresser là-dessus, ne négligeons pas quelque chose qui peut faire pièce à la fois aux Russes, aux Chinois et même d'ailleurs aux Américains, un noyau, en quelque sorte, stratégique qui serait à prendre en considération, dont on ne rigolerait pas, indépendamment d'une diplomatie européenne à construire. Florence ? Non, je voulais juste dire que pour la diplomatie européenne, elle vient de déclarer que c'était la fin de l'incident entre la France et l'Australie à propos des sous-marins. C'était un incident. Oui. Bah oui, c'est un incident. Mais oui, c'est un incident. Enfin, je ne pensais pas qu'on en reparlerait. Mais oui, c'est un incident quand même, non, Laurence ? Enfin, c'est un choix stratégique. Qui dit beaucoup de choses, oui. Non, mais qui dit beaucoup de choses de la solidarité. Enfin, ils n'étaient pas obligés de le dire. Même si après, on peut parler sur le fond du contrat qui n'en était pas vraiment un. Enfin, surtout des menaces chinoises de l'Australie. À partir du moment où tu as l'Amérique qui te tend la main, tu la prends, non, quand même Oui, non, mais au-delà de ça, enfin, c'était pas vraiment un contrat dur. C'était un contrat qui était en plusieurs parties. Les Australiens étaient tout à fait dans leur droit de le rompre à ce moment-là, ils le pouvaient. Enfin, donc, mais au-delà de ça, ou bien on dit rien, mais on ne dit pas ça. Oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Alors parlons-en de l'Amérique. Biden, là, il paraît que j'ai commencé à voir ça, c'est l'instant Carter de Biden. Oui, c'est pas des bons souvenirs. Hein. Mais c'est ça. Oui, alors pardon pour ceux qui s'en souviennent pas. C'est-à-dire une Amérique totalement incapable de prendre la moindre décision un peu forte. Moi, je pense que Biden est moins naïf que Carter. Carter était authentiquement naïf au sens presque wilsonien du terme. Oui. Hein. Et il croyait... dans sa philosophie personnelle même, en fait. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais y compris dans sa philosophie personnelle. Ce qui n'est pas le cas comme de Biden, qui est un vieux routier de la droite du Parti démocrate, donc qui ne s'inscrit pas tout à fait dans cette famille politique-là, d'une part. D'autre part, il avait quand même réussi quelque chose, Carter. C'était la paix israélo-égyptienne. C'était pas rien, quand même, hein, parce que ça rompait un cycle décennal catastrophique des Américains en pleine guerre froide. Les Américains, pendant 10 ans, ont à peu près perdu partout. Et là, l'Égypte, c'était un peu la divine surprise, mais au bon sens du terme. Bon, ça, il l'a fait. Et puis après, il s'est vautré avec... Mais on le doit à Carter ou on le doit à deux chefs d'État ? Enfin, on va pas refaire l'histoire, hein, mais... Non, Sadat avait déjà décidé de faire la paix avec Israël. Oui, voilà. Bon, oui. Après, Carter, il a payé. Et les Américains continuent de payer, ce qui est pas négligeable. Ouais. Bon, Carter, au moins, il a su parrainer correctement le truc. Mais effectivement, ça a été un président extrêmement faible et en matière d'affaires étrangères assez mauvais. Moi, je constate quand même que Biden, il a au moins repris immédiatement, on va dire, en charge le fait d'assumer l'existence de l'OTAN. Et il fait de l'OTAN, où il recommence à faire de l'OTAN, un instrument géostratégique, alors en l'occurrence à la fois contre la Russie et contre la Chine, mais ce qui n'est pas idiot. On peut être d'accord ou pas, mais c'est pas idiot. Il y a une pensée derrière, il y a quelque chose. D'accord. Trump, il n'y avait pas ça. Mais attends, La Chine est un peu loin de l'Atlantique Nord quand même, hein, parce que dans OTAN... D'où la redéfinition. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais d'où la nécessaire redéfinition macronienne, ou en tout cas demandée par la France,
de l'OTAN. Je suis tout à fait d'accord que c'est bien loin. Mais comment est-ce qu'il peut redonner toute son importance à l'OTAN et virer la France justement du partenariat pacifique? Il ne nous vire pas, mais il y avait 56 milliards en jeu. Vous croyez franchement que les Américains... Mais il aurait pu au moins nous filer un strapontin. Ah, qui te dit qu'il ne va pas nous le filer dans d'autres, sur d'autres secteurs? Soit demain avec des contrats liés à l'Inde, soit qui achètent à la fois américains et français, soit dans d'autres États de la région qui achètent à la fois français et américains. Je pense à Singapour, par exemple. Il n'a pas dit de ce point de vue-là son dernier mot. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Le strapontin, il est toujours possible. Sachant, entre parenthèses, que depuis 1951, les États-Unis et l'Australie sont signataires d'un accord de défense. Donc là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, ou ce que vous disiez. L'Australie, fondamentalement, si elle perçoit de manière sérieuse, et c'est le cas maintenant, une menace chinoise, plus seulement économique mais militaire, bien évidemment qu'elle va chercher le partenaire américain qui de toute façon est le plus puissant. Et parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, ou en tout cas une Europe diplomatique assez solidaire de la France dans ce genre d'incident, on est effectivement tout seul. Alors pourquoi les Américains, franchement, inverse ta question, pourquoi les Américains ne l'auraient pas fait? Non, mais même on peut aller plus loin. Pourquoi est-ce que les Australiens ont choisi à un moment la France et pas les États-Unis? Parce qu'on était en pleine période Trump, et c'était la pleine période Trump de je me concentre chez moi et le reste, j'en ai rien à faire. Donc les Australiens, ils se sont trouvés un peu tout seuls. Il y avait même eu une humiliation publique du Premier ministre australien par Donald Trump, si tu t'en souviens. Donc de ce fait, les Australiens se sont tournés vers ceux qui pouvaient à ce moment-là combler le vide, et c'était les Français. Et puis quand les États-Unis sont revenus, ils se sont de nouveau tournés vers les États-Unis. Donc c'est vraiment c'est un sujet qu'il faut vraiment remettre dans tout son contexte, à la fois géographique, historique et puis politique. Donc c'est loin d'être aussi noir et blanc. Et sur le plan technique militaire, parce que les Chinois, il y a 15 ans, n'en étaient pas au niveau insubmersible, en quelque sorte, où ils sont déjà aujourd'hui. Et là, les Australiens ont décidé de faire une véritable révolution, parce que le nucléaire, même si ce n'est pas une arme, si on est seulement sur une technique de propulsion nucléaire, pour l'Australie, c'est une vraie révolution quand même. Donc c'est une montée qualitative face au risque chinois qui lui-même a monté en 15 ans. Et regardez à quel point les Néo-Zélandais, qui étaient signataires du même accord, c'est l'ANZUS de 51, eux l'avaient déjà quitté. Et les Néo-Zélandais ont dit aux Australiens, qui sont leurs grands alliés, leurs amis et leurs alliés, vous n'entrez pas dans nos ports avec vos sous-marins. Vous n'entrerez pas dans nos ports. Mais c'est quand même un sujet de prolifération quand même. Parce que de la part des Israéliens, mais surtout de la part des Américains, c'est la première fois qu'ils donnent la technologie nucléaire militaire. Les Américains, oui. La France a déjà été proliférante quand même. Il y a d'autres pays qui ont proliféré. Les Américains ne sont pas du tout la puissance la plus proliférante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai. Quand même, mais bien sûr que oui. Nous, on a balancé des secrets. Israël, Iran, Irak, allons. Ne soyons pas naïfs. Soyons patriotes, mais pas chauvins. Dans les années 60, alors, c'est ça La dernière fois, c'était dans les années quand même 70, fin 70 avec Eurodif. Et Trump, alors, dans tout ça, je dois dire que... Trump attend son heure. On lit et on voit des scènes d'un parti républicain, mais complètement... qui a totalement oublié le Capitole, visiblement. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, ils essaient justement le Capitole. Mais ils sont tous rangés derrière Trump à nouveau. Alors, ça dépend ce qu'on entend par oublier le Capitole. Voilà, vas-y. Donc, les Républicains font tout pour bloquer les travaux de la commission de la Chambre des représentants qui travaille sur les événements du Capitole, pour étouffer l'affaire du Capitole. On a des élections là à mi-mandat qui arrivent, c'est 2022, avec un parti démocrate qui est quand même très affaibli, donc qui déjà dispose d'une majorité qui est très faible, qui est affaibli, qui est en train de faire un marché de chiffonnier là, parce qu'il y a les deux grands paquets d'investissement de Trump, à la fois sur le social et sur les infrastructures, où ça se passe pas très bien. Parce que comme la majorité est courte, il faut que tous les démocrates soient unis, et ils ne le sont pas entre les réalistes et les progressistes. Et donc du coup, côté républicain, c'est de dire mais vous voyez, de toute façon c'est la pagaille. Et puis c'est la base du parti républicain qui est restée profondément trumpiste. Et ça, je pense que c'est un phénomène que l'on sous-estime en Europe et en France. C'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement trumpistes. Ils croient vraiment que l'élection a été volée. Ils croient vraiment qu'il va y
y avoir une vague migratoire. Ils sont foncièrement contre tous ces projets de loi socialisants, parce que c'est le communisme qui arrive, et que fondamentalement, dans les États au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau où on met en place les personnes qui, au moment des élections, vont compter les voix, tenir les bureaux de vote, sont des Trumpistes. Donc, ce qu'on a vu avec la contestation des résultats en 2020 et le mouvement du début d'année, du 6 janvier 21 sur le Capitole, c'est quelque chose qui peut très bien se reproduire en 2024 avec un Trump qui va revenir. Qui va revenir parce qu'il il peut être candidat, et qu'en face, les républicains n'osent pas, il n'y a pas de front. Et les seuls qui ont essayé se sont cassés les dents. Se sont fait laminer. Donc il y a un vrai danger, je pense, sur la démocratie américaine, qui est une perte de pouvoir du gouvernement fédéral, et du coup cet émiettement qui ne peut que profiter à Trump au moment où Biden est affaibli parce qu'il n'arrive pas à faire passer ses packages. Il est affaibli parce que l'économie de Covid, bon, certes, elle a un peu régressé, mais elle est toujours là aussi aux États-Unis. Et puis parce qu'il a un parti démocrate qui va des Insoumis jusqu'à La République En Marche, quoi. Voilà. Et qu'il n'arrive pas à avoir de majorité dans... Frédéric, c'est parce que effectivement, c'est cette histoire, j'ai l'impression, qui est en train de monter, là, de la façon dont les élections même vont se passer, vu les pressions qu'il y a sur des élections, les organisateurs. Des élections de mi-mandat que les démocrates peuvent perdre. Et les républicains peuvent avoir la majorité au Congrès, c'est-à-dire dans les deux chambres. Oui, c'est ça. Au Sénat, de toute façon, il n'y a qu'une seule voix de majorité pour l'instant pour les démocrates. Et les démocrates sont très désunis, effectivement. La gauche ou l'extrême gauche du Parti démocrate aujourd'hui est une espèce de chiffon rouge qui est présenté, avec raison d'ailleurs, par une partie, on va dire, de la droite traditionnelle américaine qui, du coup, bascule dans ce qu'on peut appeler une forme d'extrême droite populiste qui n'existait que très marginalement il y a encore 40 ans. Pensez à Reagan quand il arrive au pouvoir en 81. Reagan n'est absolument pas du tout, et le Parti républicain à l'époque n'est pas du tout sur cette ligne-là. Pensez encore 10 ans plus tard à Bush père. On n'est pas du tout sur un parti républicain complotiste au dernier degré, antidémocratique au sens évidemment philosophique du terme, trumpiste quoi finalement, absolument pas. L'évangélisme à l'époque est beaucoup plus faible. Là, autour de Trump, le poids des évangélistes est parmi vraiment les plus durs, a été tout à fait important, et il a soigné d'ailleurs cette alliance évangélique. Regardez ce qui se passe dans les États du Sud aujourd'hui sur le plan sociétal, sur le plan éducatif, philosophique, c'est une extraordinaire régression. Maintenant, je dis ça, je ne suis pas américain. On pourrait me reprocher de dire, mais enfin, c'est une partie du peuple. Oui, mais cette polarisation, elle est, me semble-t-il, extrêmement grave. Alors, je disais quand même, en novembre, décembre et début janvier, je disais, avant, pendant et juste après les images terribles du 6 janvier, qu'il fallait toujours regarder, notamment aux États-Unis, la bouteille à moitié pleine, vide et pleine. C'est-à-dire que, je disais à l'époque, vous allez voir que le 21 janvier, il y aura bien un président qui sera bien élu, il va bien prêter serment comme il se doit, comme il le faut, que la police, que l'armée, que l'administration, que la diplomatie, que les grandes institutions, tout le monde obéit, tout le monde suit, quoi. Bon. Oui. Donc jusqu'à présent, on peut inverser le postulat en poussant un peu l'optimisme, en disant bon, en dépit de cette polarisation et notamment à l'extrême droite, les structures inventées à l'époque par Washington et ses comparses qui savaient très bien les passions humaines, donc qui ont construit à Essian des institutions extrêmement solides, ont tenu. Ce système a tenu. Maintenant, jusqu'à quand ? Parce que le trumpisme, pour moi en tout cas, est extraordinairement dirimant et très dangereux en réalité. Non, puis en plus, l'histoire est faite par les hommes, donc quand il va revenir, l'autre, si jamais il revient, là, Donald Trump, et ça va être éparpillé façon puzzle, comme ils disent dans les tontons flingueurs. C'est-à-dire, le gars va revenir... anglais. Oui, c'est ça. Non, mais le gars va revenir avec un instinct de revanche, de colère, tout ce qu'on connaît de lui, mais il peut se passer plein de choses. Non, si, que lui revienne comme ça, je ne pas un seul instant. Voilà, c'est ça, oui. Après, il peut se passer plein de choses. Surtout aux États-Unis. La route est longue jusqu'en 2024. Voilà, il peut se passer plein de choses. Y compris au sein du Parti républicain. Bon, les amis, merci beaucoup pour tout ça. Mais tu vois comment c'est, on avait prévu toute une liste de sujets et le seul que j'ai mis de côté, en fait, c'est Olaf Scholz, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que je pensais à ce que tu disais sur l'Europe, sur toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que... Mais oui, mais c'est sur le plan stratégique, on n'a pas perdu grand-chose, parce que cette coalition ne révolutionnera pas grand-chose sur le plan stratégique. Non, et comme je disais la dernière fois dans ma conclusion, peut-être que l'homme fort de l'Europe, ce sera Mario Draghi.
Enfin, tiens, ça fait une bonne conclusion. On n'a pas besoin d'un État, justement, humble, stratégiquement, diplomatiquement, qui travaille juste à ce que son économie soit la plus efficace possible et à ce que notre ensemble européen tienne à peu près. Tu es en train de décrire ce qui se passe en Italie aujourd'hui. D'accord. Et tu le souhaites pour l'Allemagne, c'est ça? Non, je posais la question pour l'Allemagne. Oui, mais ça ne C'est-à-dire des gars qui passent pas leur journée en fait à donner des leçons à la terre entière, un petit peu comme nous on a tendance à le faire, quoi, pour résumer. Mais là, il faut remonter à avant 1789. Dans les gènes politiques et institutionnels et philosophiques de la France républicaine, il y a le fait de s'occuper des affaires des autres. C'est vrai. Notre révolution est universelle. Absolument. Elle ne connaît pas de frontières. Absolument. C'est la première, c'est vrai. Frédéric Ancel et Laurence Daziano donc nous accompagnaient sur Bismart et on se retrouve demain.